Bonjour et bienvenue sur le podcast anonyme. Aujourd'hui, on va parler de Knock. Alors, Knock, c'est édité par The Merry Mushman et c'est en anglais. Knock, Merry Mushman en anglais, et pourtant, l'éditeur est français. Knock, dont voici le 5e numéro, c'est à mi-chemin entre le supplément pour l'OSR, Law School Renaissance, et le magazine, parce que en fait son contenu, c'est une succession d'articles en tout genre écrits par des auteurs ou des blogueurs spécialisés dans ce genre. Alors bien que la plupart sont anglo-saxons, on précise quand même qu'on retrouve pas mal de français, comme Éric Nieudant. Je pense que Kobayashi a aussi écrit quelques articles, il me semble. Et tiens, j'ai même vu passer un article par un très ancien membre du podcast anonyme. Alors un numéro de Knock, ça se présente sous un format MOOC de plus de 200 pages, avec à l'intérieur une très jolie carte postale, avec au recto un donjon, et au verso de la place pour écrire, et écrire quelque chose comme tu vas souffrir à la prochaine partie, à son joueur préféré. Et comme vous pouvez le voir, il y a aussi une couverture qui se détache, et la couverture, à l'intérieur, elle nous offre un mini-jeu qui est assez mignon, assez sympathique. Autant vous le dire tout de suite, la première fois que j'ai jeté un coup d'œil en diagonale à Knock, j'ai été assez dubitatif. De par sa présentation, et de par aussi son contenu. Heureusement, j'ai un peu persévéré, et j'ai bien fait. Car autant sauter directement à la conclusion, j'ai adoré, et je trouve que c'est un petit chef-d'œuvre. Commençons par la forme. Alors, c'est celle qui fait le plus peur. C'est-à-dire que depuis l'avènement de Morkborg, on retrouve un peu partout cette espèce de mise en page complètement éclatée, avec des paragraphes de différents formats, parfois mis dans différents sens, et j'avoue que parfois, alors je dis bien parfois, sur un jeu en entier, ça rend pas la lecture très aisée. Mais là, c'est tout le contraire, parce que en fait, c'est chaque article qui a une identité graphique différente. Moi, je trouve que ça permet de s'habituer plus facilement à son contenu, du moins à chaque contenu, et puis finalement, moi qui suis très académique, je n'ai eu aucun souci à lire ce numéro. Et d'ailleurs, franchement, je tire mon chapeau à celles et ceux qui gèrent cette charte graphique parce qu'il y a plus de 60 articles. Et ça veut dire qu'il y a 60 mises en page, police, alignement et illustration, mais complètement différentes. C'est-à-dire qu'il faut énormément de compétences et de créativité pour y arriver. C'est pour ça que les numéros mettent un peu de temps à arriver et qu'il n'y en a que 5. Mais très honnêtement, pour ceux et celles qui font ça, bravo. Ensuite, le contenu de Knock, comme c'est indiqué en fait sur la couverture, c'est un bric-à-brac comme ils disent. Un bric-à-brac, c'est un fourre-tout d'idées, de conseils, de nouveautés en long, en large et en travers, qui s'attarde autant sur la narration que sur la technique. Alors, vous voulez de nouvelles classes de personnages, de nouveaux monstres, des conseils pour varier vos combats, et les astuces des ennemis, des tables aléatoires, des traités philosophiques carrément sur l'OSR, des cartes, des cadres de jeu, des donjons, il y a tout ça, et encore plus. Alors si vous n'êtes pas convaincu, je vais vous faire un petit best-of pêle-mêle et dans le désordre de ce que j'ai vraiment aimé. Il y a par exemple plein d'articles sur la nature de l'OSR et comment y jouer. Alors moi je ne supporte absolument pas ça d'habitude, honnêtement je les ai tous dévorés. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois, je me suis aperçu que les auteurs avaient une vision différente des uns des autres, parce que du coup ils se contredisent, et parce que certains m'ont libéré en fait d'une vision OSR que je trouvais avant un peu dogmatique. Et croyez-moi, en fait, ça vaut le coup de les lire, et plus jamais vous vous sentirez, gêné de ne pas jouer comme le voudrait Matt Finch ou d'autres auteurs OSR. D'ailleurs, il y a un article sur l'absurdité de Donjons & Dragons qui, pareil, est très libérateur. On y parle du non-sens des anciens modules, un non-sens auquel les joueurs et les joueuses répondaient avec autant d'extravagance. J'en veux par exemple le bluff des PJ qui était parfois, faut l'avouer, du niveau de Scooby-Doo et Sammy, quand ils se retrouvaient seuls face à une créature. Qui n'a jamais décidé, en jouant à Keep of the Borderlands, de s'allier avec chaque faction de créatures pour les monter les unes contre les autres, afin de ne jamais sortir son épée, et attendre patiemment en fait que toutes ces factions se foutent sur la gueule, et ramasser ensuite tous les trésors sans effort par la suite. Moi j'en connais 2 en fait qui avaient commencé à jouer ce module de cette façon. N'est-ce pas Franck ? Non. Alors comme ça paraît un peu n'importe quoi, mais on a tous eu affaire à ça. Et justement, cet article nous explique que c'est normal, en fait. Que c'est aussi une façon de jouer, de réagir face à des situations qui sont complètement absurdes dans certains modules. Et du coup, quand tous les PJ proposent d'aller dans ce sens, en fait, on conseille au MJ de finalement accepter et en fait de se rallier à ça
Et croyez-moi, il en sortira certainement un moment savoureux, marrant et inoubliable. Un autre article, c'est-à-dire c'est sur la création de donjons. Alors il y a plein de conseils là de création de donjons qui sont assez simples. Il y a des réflexions sur la dangerosité et la nature de certains pièges dans les donjons. Et puis il y a un article, je pourrais pas vous le décrire, mais il est complètement dingue. Enfin, il propose une création cyclique de donjons qui est inspiré de Zelda et qui forme presque une sorte d'algorithme créatif sur papier. Tiens, et en parlant de donjons, vous aurez des tables aléatoires, par exemple sur la flore dans un donjon. C'est vrai, en fait, il y pousse des herbes folles, des champignons, du lierre, et en fait, on vous explique en fait qu'ils ont aussi des vertus alchimiques. Bah, ça vous permet, vous avez une table aléatoire pour ça. Et toujours avec une table aléatoire, bah, il y en a pour tout et n'importe quoi. Enfin, je dirais pas n'importe quoi, c'est juste qu'à la lecture, certaines vont vous sembler complètement anodines ou pas intéressantes, jusqu'au moment où vous allez vous retrouver dans une situation où pour enrichir la narration, bah, ces tables serviront. Des pièces vides dans un donjon, bah, y en a plein, et en fait, on le sait, ça n'apporte rien. Bah, pas de souci, il y a une table en fait pour décorer ça et apporter un petit plus à votre aventure. Et puis, ça fait quoi un dragon qui reste longtemps dans une région? Eh bien, sa puissance magique va certainement influencer les alentours. Et hop, il y a une petite table pour ça. Vous cherchez un nom pour votre monture ou pour un grimoire diabolique, hop, il y a tout ça. C'est juste qu'il ne faut pas y changer les tables. Hein. Et puis, rassurez-vous, le contenu de chacune de ces tables, bah, moi, je l'ai un peu analysé. Et en fait, bah, c'est pas juste un mot ou un nom. Non, en fait, c'est une mine d'or à chaque fois d'idées, de trouvailles qui vont embellir vos improvisations. Je finirai aussi sur une proposition que j'ai adorée qui concerne la valeur des caractéristiques. Alors, dans l'OSR en général, et si on veut vraiment jouer old school, on génère les valeurs des caractéristiques à juste 3d6 et dans l'ordre. Alors, c'est bien, sauf que si j'avais en tête, je sais pas moi, de jouer un spadassin qui est un peu magouilleur, charmeur, et en utilisant la classe de voleur ou de roublard, et que du coup je me retrouve avec 10 en dextérité, 9 en intelligence et 8 en charisme, à cause de pas de chance en tirant les dés. Je salue Gauthier qui est quelque part, qui est le roi de la malchance pour les dés. Et bah on est d'accord, tout ça, ça tombe à l'eau. Et je vais me sentir obligé de jouer mon personnage un peu niais, balourd ou pas intelligent, quoi. Et bah que nenni, la proposition là, c'est de jouer son personnage comme on le désire, malgré une valeur faible. L'intérêt ici, c'est donc de réussir plus ou moins ce qu'on entreprend, c'était déjà la base de l'OSR sur le fait de ne faire de jet que quand cela est important, et qu'on sera finalement handicapé par cette faible valeur que dans une période de stress. On va prendre un exemple, c'est donné dans l'article, si par exemple je dois faire un discours pour la cérémonie du meilleur podcast de jeu de rôle, il sera superbe, parce que j'ai le temps, je suis au calme et parce que je sais très bien écrire. Ouais. Alors, par contre, vous me mettez derrière un pupitre devant une foule sans avoir rien préparé avant, et je vais balbutier, je vais être désorganisé, ça va partir dans tous les sens, un peu comme cette vidéo. Ce qui reflète bien là mon 9 en intelligence et mon 8 en charisme. En d'autres termes, la valeur d'une caractéristique, ça ne doit pas représenter ce que vous êtes, mais plutôt si vous êtes bon lorsqu'il y a de la tension, de l'urgence et du stress. C'est bête, et c'est même peut-être évident pour certains, mais pour moi, en fait, ça change pas mal de choses maintenant sur l'interprétation d'un personnage, malgré des caractéristiques qui sont assez faibles. Bref, Knox, c'est un feu d'artifice de trucs et astuces pour l'OSR, et je précise aussi que s'ils sont plus orientés pour le jeu OSE, Old School Essential, dont on avait déjà parlé, qui existe en français dans une version basique et une version avancée maintenant, rassurez-vous, ça s'adresse en fait à tous les jeux OSR. Et si vous êtes assez malin, je suis sûr qu'il y a plein de tables, il y a plein de conseils, il y a plein de trucs qui peuvent aussi servir pour des D5. Alors, est-ce qu'il y a des défauts? Bien sûr qu'il y en a. Déjà, c'est en anglais. Et maintenant qu'il y a de plus en plus de jeux OSR traduits, je suis persuadé que Knox, ça pourrait profiter à la communauté française, qui elle-même est de plus en plus nombreuse. Et puis, le défaut principal, c'est un peu la peur qu'on peut avoir d'acheter un livre dont, en apparence, seule une partie vous servira. Alors pour pallier à ça, en fait je pense sincèrement qu'il faut prendre Knock pour ce qu'il est, pour ce qu'il est réellement. C'est un buffet gourmand où vous n'allez pas tout manger, mais vous allez picorer ici ou là ce qui vous intéresse. Mettre de côté ce qui vous attire pas, sur le moment, et puis tout d'un coup, c'est tomber sur un feuilleté sans savoir ce qu'il y a vraiment à l'intérieur, et puis finalement trouver à l'intérieur de nouvelles saveurs. Et très, très honnêtement, Knox, c'est savoureux, c'est hyper bien pensé, c'est hyper bien réalisé, et pour moi, ça prouve que l'OSR, et je dirais presque le jeu de rôle en général, ça peut encore nous étonner et nous épater. Pour finir, pourquoi est-ce que j'ai pris le dernier numéro, le 5e? Tout simplement parce que, de manière sournoise, je voulais voir si l'éditeur avait mis tout le paquet genre sur les 2 premiers numéros et un peu moins sur les autres.
Eh bien non. J'ai un peu lu les autres en PDF et celui-ci reste vraiment mon préféré. Mais on n'a vraiment pas les mêmes goûts, et peut-être aussi parce que c'était mon tout premier, etc. Alors, lequel choisir? J'ai envie de vous dire, soyez old school. Vous lancez un des 10, vous divisez par 2, et ça vous donnera un chiffre qui sera le numéro de Knock que vous devez absolument acheter. En conclusion, franchement, ma soif d'OSR a été complètement relancée grâce à Knock, et j'ai vraiment envie d'expérimenter toutes ces tables, tous ces conseils, et puis surtout, je me sens un peu moins gêné de jouer maintenant à l'OSR comme je l'entends, parce qu'il y a des articles qui m'ont réconforté là-dedans. Alors j'attends vos remarques en fait, vos retours là-dessus, ceux qui ont aimé, ceux qui n'ont pas aimé, parce que justement en fait c'est juste une profusion d'articles, mais j'aimerais bien savoir quelle a été en fait votre appréciation de Knock, parce que moi c'est pas arrivé tout de suite, c'est arrivé en fait en me lançant vraiment dans la lecture, donc voilà, j'aimerais avoir vos remarques là-dessus, et moi j'attends vraiment le 6e numéro de Knock, et je pense qu'il faudrait en fait écrire à The Merry Mushman en français, parce qu'ils sont français finalement, pour leur dire, un de ces quatre, faudrait faire une traduction en français de tous les numéros de Knock. Je crois que ça passe par un financement participatif. Ça vaudrait le coup, je pense, pour ces éditeurs, de se lancer dans un financement pour avoir Knock en français. Ça vaut vraiment, vraiment le coup. Et sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne lecture et bon jeu.